Et Vincent Gagne qui continue d'affirmer que le bull run démarrera sur les mois d'octobre ou de novembre. Plutôt d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, je suis inquiet? Est-ce que je suis pas inquiet? Alors c'est quand même compliqué parce qu'il s'est passé, beaucoup de choses, dans les 2 dernières semaines, entre, les craintes avec le marché de l'emploi, et derrière un chiffre d'inflation qui est bien mais pas top et puis, la Fed qui arrive et est-ce que 0,25 c'est suffisant? Est-ce que c'est pas 0,5 qu'il faut mettre en place? Ils ont indiqué dans leur projection que les taux n'allaient pas repartir à 0 et donc on allait être vigilant quand même sur l'inflation. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même, une attention qui est portée sur le marché de l'emploi et c'est pour ça qu'on a baissé de 0,5 je pense hier pour justement essayer de relancer un petit peu, l'économie et rassurer un petit peu tout le monde et voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite, quoi. Le fait qu'ils mettent 0,5 maintenant, ça lui permet un petit peu d'observer les chiffres, comment ça va évoluer, dans le mois et éventuellement, de prendre une décision de continuer à 0,25 le mois prochain ou de lever le pied, à 0 et voir un peu ce que ça donne, quoi. Je pense que 0,5 c'était sans doute le bon choix. Je cite Vincent Gann, hein, là je suis en train de lire son analyse qui va sortir tout à l'heure sur Cryptost. Pour lui, il dit que maintenant, il va falloir suivre la mise à jour des prochaines data économiques majeures, donc la croissance, la consommation des ménages, l'emploi et l'inflation, pour confirmer que le scénario prospectif de la Fed est le bon. Et Vincent Gann qui continue d'affirmer que le bull run démarrera sur les mois d'octobre ou de novembre. Plutôt d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Donc, le ouais. scénario de bull run est valable? Qu'est-ce que tu Bah, en en fait, pour moi, vu qu'on baisse les taux, ça veut dire on se remet à imprimer plus. Donc, c'est bullish sur Bitcoin. Mais même si on les augmente, ça veut dire potentiellement récession et potentiellement problème, enfin, potentiellement un problème avec la politique monétaire en général. Donc, bullish pour Bitcoin. Enfin, les deux, pour moi, en fait, justifient une jambe de hausse sur Bitcoin. Après, ça va dépendre de plein d'autres facteurs, forcément. Le cadre récessif, pourrait, tronquer un petit peu le développement d'un bull run crypto? Parce que forcément les cryptos sont des actifs risqués et donc si, la récession arrive, les actifs risqués vont globalement, sous-performer dans l'ensemble. On peut toujours poser la question sur Bitcoin, je crois que c'était il y a 2 semaines, je disais, c'est Marius serait là, on pourrait avoir ce débat-là parce que Bitcoin, justement est là pour, pour essayer de lutter contre une économie qui est soumise aux banques centrales, et aux décisions de politique monétaire de manière globale et justement, il est censé être agnostique avec tout ça. Donc s'il y a une récession qui arrive, suite à des décisions de politique monétaire qui ont été mal contrôlées, parce qu'on peut toujours se dire qu'en 2020-2021, on a baissé, les taux, très vite et qu'on a, injecté beaucoup de liquidités sur les marchés, avec la planche à billets. Est-ce qu'aujourd'hui, si une récession arrivait, on ne serait pas dans cette situation, justement par la faute des banques centrales et notamment de la Fed? Donc est-ce que ça serait pas profitable à Bitcoin? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Mais je pense qu'effectivement, dans tous les cas, pour répondre directement à la question, oui, on entre dans une période qui est favorable. Est-ce que ça veut dire qu'à 100 il y aura un bull run? Pas forcément, puisqu'il y a toujours ce risque économique et si on voit le marché de l'emploi qui continue à se dégrader, maintenant au-delà des 4,4 de taux de chômage, puisque c'est les nouvelles projections de la Fed, heu, je pense que le marché pourrait un petit peu stresser et enlever du risque, sur les actifs risqués, au niveau du marché traditionnel, ce qui aura très probablement un impact sur le marché crypto. Même s'il y a toujours la question de ces fondamentaux de Bitcoin, qui je pense restent encore à prouver en termes de réserve de valeur et de capacité à lutter contre une économie traditionnelle qui irait à la dérive, quoi. Tiens, je te partage l'écran. Yes. Voilà. On est, sur le S&P 500, on est sur un canal haussier depuis maintenant bien longtemps. En août, on a eu un petit stress là, justement, c'est avec l'événement Carry Trading dont on parlait tout à l'heure, quand la Banque du Japon a relevé ses taux. Malgré tout, on a réussi à réintégrer ce canal et là, on vient de réaliser un nouveau plus haut. Il y a 2 jours, je crois, les gens étaient inquiets parce qu'on avait fait un nouveau plus haut et on était en train de réintégrer en dessous, donc on était en train de se dire: «Voilà, chasse à la liquidité et on repart à la baisse». Malgré tout, on est encore, tu vois, on a fait une belle bougie là dans la nuit et on arrive à franchir les sommets d'hier
et à faire un nouveau sommet historique sur le S&P 500. Donc, pour l'instant, ça suit son cours. On a, tu vois, une target autour des 5800 si on veut respecter le canal, et puis après on pourrait retracer et puis continuer à évoluer à la hausse. Mais pour l'instant, c'est pas trop négatif, hein, ce qui se produit. Hier, il y a eu pas mal d'interrogations et les gens ont pris le temps de digérer la nouvelle, et je pense qu'aujourd'hui, les marchés sont repartis à la hausse. Le cœur du débat, il va se passer pendant la session américaine, hein, à partir de 15h30. Voir si effectivement ce qui se passe ce matin provoque un effet boule de neige, ou si au contraire les gens sont inquiets de ces 0,5% et derrière on repart à la baisse, quoi. Et ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que le VIX, moi j'avais observé le VIX hier, le VIX avait remonté, le VIX qui représente un petit peu la peur sur les marchés. Donc hier, on avait effectivement eu un peu de stress, et là ce matin, c'est en train de retomber. J'ai un niveau ici que je surveille à 16,06. Si on arrive à repasser en dessous, à s'installer en dessous, on est globalement sur une phase où le marché pourra suivre son cours sans stress. Donc, ouais, la journée d'aujourd'hui va être très intéressante, je pense. OK, donc cette baisse de taux quand même plutôt positive pour les marchés financiers. Et il Ouais. y a Eratic qui nous pose une question: est-ce qu'on pense que l'issue des élections US va peser, avec potentiellement un bull run de retardé si c'est Kamala Harris qui est élue? Si Kamala Harris reste sur ses positions, notamment, il me semblait avoir vu passer, hein, qu'elle voulait taxer les plus-values latentes. Je pense qu'effectivement, ça risque de faire un petit peu mal au marché financier, aux investisseurs, et également potentiellement des augmentations d'impôts sur les gains. Donc potentiellement, ça peut aussi faire fuir certains investisseurs des marchés financiers pour aller se tourner vers d'autres actifs qui seront moins taxés et moins à risque. Alors peut-être l'immobilier ou d'autres actifs aux États-Unis, à mon avis. Oui, je pense qu'à court terme, si on veut parler un peu plus en macro, pour moi, une élection de Kamala Harris serait encore plus bénéfique à long terme qu'une élection de Donald Trump, parce que son programme économique est quand même assez peu libéral et très dans le contrôle, similaire à ce qu'on a un peu en France. Et donc ça pousserait en fait à avoir un rejet des régulations, des crypto-monnaies, et principalement de Bitcoin. Et donc cette narrative-là de bannissement ou de rejet pourrait justement indirectement mettre un coup de projecteur sur Bitcoin et pousser les gens à l'adopter. Contrairement à si si Donald Trump est élu, Bitcoin serait potentiellement, si ça se réalise, serait utilisé pour faire une réserve de valeur, une réserve stratégique pour le gouvernement. Et donc Bitcoin serait perçu comme un actif accaparé par l'État, par les États-Unis, etc. Et donc, ce qui est bénéfique aussi, ça pourrait créer une sorte de course à l'or, où d'autres pays, même d'autre côté, feraient la même chose. Mais à mon sens, la politique restrictive de Kamala, et qui est dans la lignée de celle de Biden, justement briderait l'innovation des cryptos, mais pousserait indirectement l'adoption de Bitcoin en tant que réelle monnaie contre la censure des États. Il y a une personne dans le chat qui dit: au contraire, les institutions accompagnent BTC, c'est mieux. En fait, pas forcément, parce que ça dépend comment ils accompagnent. S'ils accompagnent en disant: Bitcoin ne peut être utilisé que par des tiers de confiance, on accepte Bitcoin, c'est trop bien, mais que par des tiers de confiance, que par des banques ou des portefeuilles custodiaux, non, c'est pas bon. Parce que Bitcoin, c'est censé être pair à pair, souverain, et donc si les États-Unis adoptent Bitcoin et obligent à utiliser via des tiers de confiance, c'est pas vraiment Bitcoin qui est adopté. Alors que justement, si on avait une politique restrictive comme ce que le camp Biden-Kamala promeut depuis des années, et justement, on aurait on n'aurait pas cette emprise que l'État aurait sur Bitcoin. Et justement, ça pousserait en fait des gens à s'intéresser, mais pourquoi est-ce qu'ils bannissent ça? Et créerait un peu un effet contraire, comme on voit par exemple en Chine
où c'est pas banni, mais c'est pas très bien vu, et pourtant il y a aussi beaucoup d'adoption. Au Nigeria, par exemple, où le gouvernement veut pousser sa monnaie numérique de banque centrale, n'y arrive pas, et Bitcoin est très adopté. On est autour de entre 30 et 50% selon les études d'adoption au Nigeria, alors que c'est interdit. Et donc, pour moi, on aurait un effet similaire. Donc, c'est sûr, pour le prix de notre portefeuille, c'est mieux que Trump arrive et qu'il se mette à acheter 1 million de Bitcoin en 5 ans, comme Cynthia Loomis le présentait. Mais ça, c'est pour notre portefeuille à court terme. Si vous êtes là pour les gains, c'est sûr, vaut mieux que ce soit Trump. Mais si vous êtes là pour vraiment que Bitcoin devienne une réserve de valeur et qu'il soit utilisé sur des années, sur des centaines d'années potentiellement, vaut mieux qu'il n'y ait pas d'État qui prenne le contrôle et qui oblige une utilisation via des tiers. Grosse news aussi qu'on a eu là hier, c'est quand même Revolut qui serait sur le point d'émettre son stablecoin. Hein. Donc ça, ce serait quand même assez gros. On a eu PayPal qui l'a émis il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Mais là, Revolut, il commence à prendre quand même un bon gros virage crypto. Bon, il était possible d'acheter sur Revolut depuis un moment des crypto-monnaies, mais de base, on ne les détenait pas, on ne pouvait pas les sortir. C'était que des CFD, je crois même d'ailleurs au début, c'est-à-dire que ça répliquait le cours des crypto-monnaies. Après, ils les ont vraiment achetés, ils les ont stockés pour les gens à froid. Et là maintenant, il me semble même qu'il est possible de les retirer, ou en tout cas, il est possible d'acheter des crypto-monnaies sur MetaMask directement avec Revolut. Et ça, c'est possible depuis mars de cette année. Donc ils ont appelé ça Revolut Ramp. Et donc quand vous achetez des cryptos via MetaMask, vous avez la possibilité d'utiliser votre solde Revolut pour acheter vos cryptos. Alors je ne peux pas regarder les frais, mais j'imagine que les frais doivent être quand même un petit peu importants. Revolut qui lance son stablecoin, c'est quand même plutôt intéressant. Est-ce que toutes les néobanques vont lancer à terme leur crypto-monnaie? C'est possible. Et là, il lance, d'après ce qu'il disait à CoinDesk, qui me semble qu'il lance sur Ethereum, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a l'info là dans l'article? Il me semble avoir, quand j'avais creusé, il me semblait avoir vu ça, qui lançait sur Ethereum. Et que ça serait disponible aussi sur Ledger Live d'ailleurs. Donc on attend d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Là, il y a Artemis qui a sorti un peu une carte des stablecoins, une sorte de map, pour mapper un petit peu tout l'univers des stablecoins. Donc on voit que, bon, pour le moment, du côté des entreprises, en tout cas qui développent des stablecoins et qui les développent, bon, on a évidemment PayPal, on a Tether, Circle, Sky, donc avant ça c'était MakerDAO, Paxos, qui fait aussi tout ce qui est autour, un stablecoin autour de l'or. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de... Alors là, il n'y a pas tous les stablecoins, mais on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'infrastructures comme Stripe, etc., qui commencent à prendre à les intégrer, du Visa, du Mastercard, etc. Donc je pense qu'on arrive quand même sur un changement entre guillemets de paradigme, et de plus en plus de sociétés et d'infrastructures vont commencer à intégrer ces stablecoins-là. Olga QB, salut, qui dit « Qu'est-ce que vous pensez du Polkadot et de sa chute constante ?» Alors je sais pas si... Moi personnellement, j'ai jamais acheté ou utilisé Polkadot. Enfin, j'ai installé une fois le wallet il y a un moment et j'ai abandonné tellement ça m'avait l'air compliqué. Mais je sais pas si toi, Koban, tu connais un peu... tu suis un peu plus Polkadot de ton côté ou pas? J'ai un peu décroché, je t'avouerai. Alors, ils ont un peu restructuré leur solution. Maintenant, ils essayent de développer une blockchain as a service. Du coup, j'ai l'impression que l'idée ne prend pas, même si elle n'était pas si mauvaise. Ils avaient réussi à faire reconnaître leur token comme un software aussi. C'était intéressant un petit peu dans la période où la réglementation était compliquée, même si c'est pas complètement réglé aujourd'hui. On voit quand même le bout du tunnel, je pense. Donc, je suis en train de chercher le graphique là pour voir effectivement cette descente aux enfers. Bon, c'est pas si catastrophique que ça en réalité. On a eu une petite hausse là en mars, un petit peu comme tout le marché. Aujourd'hui, on est en train de revisiter les plus bas. Donc, moi, je trouve que c'est pas si pire que ça. On est un peu dans le même cas de figure que Matic, qui est également en train de revisiter des zones basses de range. Donc,
c'est pas des projets qui ont super bien performé. Il y a quand même des fondamentaux derrière. Polkadot, il y a quand même une mécanique de consensus et toute une architecture, une infrastructure qui est solide et qui est utilisée assez largement. Donc, je pense il y a quand même encore de l'intérêt et de l'attrait à venir pour Polkadot, même si c'est vrai que son token n'est pas en train de faire des super performances aujourd'hui. Ouais. Et Ouais, bon, pour répondre un peu à Marius tout à l'heure par rapport à Atom, c'est vrai que les projets sont assez proches dans la philosophie. Mais Atom, il y a eu quand même des événements dernièrement, notamment avec le potentiel rapprochement avec Osmosis, qui fait que au niveau de la gouvernance, on a des gens qui ont vendu beaucoup, beaucoup de tokens et qui a provoqué cette baisse sous les plus bas de bear market. Donc, c'est vrai que le token est lui aussi en train de creuser pour aller chercher du pétrole. Mais tu vois, Atom est encore graphiquement, je dirais qu'Atom est moins propre que Polkadot. Parce que là, vraiment, on est allé sur des points bas, en dessous des précédents. Hmm. Si tu veux parler de tokens qui vont chercher du pétrole, il y a une question sur XRP dans le chat. Tu veux lui répondre? Je crois pas qu'XRP aille chercher du pétrole, au contraire, il était, Pas la dernière fois encore, que je pas suis passé encore. sur le graphique, il était en train de construire quelque chose qui était pas si pire que ça. Et voilà, j'avais une zone que je voulais voir dépasser et qui n'était pas encore dépassée. En l'occurrence, tu vois, on a cette trend un peu baissière là, sous laquelle on est en train de travailler et qui pourrait déclencher une petite hausse sympathique pour redépasser cette zone là de 0,66 pour aller chercher plus haut. Le donc, problème d'XRP, c'est que sa tokenomics est hyper centralisée et que les performances de son token ne reflètent pas du tout l'utilisation du réseau. Et quasiment personne en fait utilise son réseau, quoi. ouais, mais après, Ripple, bah, pour le coup, ils étaient en procès avec la SEC pour ces raisons-là, notamment de la vente d'actifs non réglementés, il me semble, par les fondateurs. La SEC réclamait 2 milliards de dollars d'amende. Ils s'en sont sortis avec 125 millions. Donc là aussi, c'était plutôt une actualité entre guillemets bullish là-dessus, puisqu'a priori, ça classerait entre guillemets cette affaire-là, quoi, pour le coup. Mais d'ailleurs, bah tiens, il y a Core56 qui dit, non pardon, Cruzy Time qui dit que même Donald Trump a payé en BTC hier dans un bar. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu Marius, mais effectivement, Trump qui continue. Bon, on va faire un petit tour un peu de tout ce qu'il fait autour de la crypto, parce qu'il en fait des choses entre des NFT, une plateforme DeFi, payer dans un bar. Alors, il a payé avec Lightning ou pas d'ailleurs? Ouais, je pense que c'était Lightning, mais comme tu vois sur la photo, il y avait 2 personnes pour l'aider. Et enfin, ils l'ont fait à sa place en réalité, hein, quand tu regardes sur la vidéo. Et donc, c'est dans un bar qui accepte les paiements en Bitcoin depuis un moment, qui est à New York. Et voilà, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est juste que je pense que c'est même une des 2 personnes à côté de lui qui a payé pour lui. Mais au moins, enfin, il a une démonstration en fait du paiement. Et donc, ça s'est sûrement fait via Lightning, via un portefeuille non custodial. Ok, en termes de là, bah, pour finir tranquillement le live, là j'avais vu aussi deux autres actualités un petit peu entre guillemets bullish. Bon, il va y avoir la libération évidemment de Changpeng Zhao, donc l'ancien fondateur et PDG de Binance, qui devrait être libéré après avoir purgé 4 mois de prison prochainement, bah, le dimanche 29 septembre, d'après les informations. Donc, il va pouvoir retrouver accès à son wallet et il va pouvoir nous racheter un maximum de Bitcoin pour faire pump tout ça. Et plus sérieusement, il y a aussi donc FTX, la distribution des 16 milliards qui devrait arriver fin d'année, début d'année prochaine. Là, c'est le 7 octobre que ce sera statué par les juges aux États-Unis. Et donc, on aura un petit peu plus de vision sur est-ce que vraiment ce sera 16 milliards de dollars qui sera remboursé. Parce que c'est jusqu'à 16 milliards, mais on n'est pas à l'abri de je ne sais quoi, ou de l'État qui vient en prendre la moitié, ou je ne sais plus combien, il y avait un montant qui était déjà dédié à l'État américain, mais je ne sais pas si c'est compris dans les 16 milliards. Les remboursements, normalement, sont censés être faits en stable, il me semble, ou en cash en tout cas. Pas en crypto.
Et ils ont Moi, je déjà trouve vendu ça. en fait, les cryptos d'origine ou... Bah ouais, justement, début d'année, il y avait tous les dramas de liquidation, et notamment une grosse part des liquidations de GBTC ça venait d'eux. Parce qu'il y avait un drama, je sais plus, avec Alameda qui avait plusieurs milliards en GBTC. Donc là, on serait, enfin, toutes les positions FTX, entre guillemets, aujourd'hui, elles seraient en stable, elles seraient plus en... Enfin, sauf tout ce qui avait été bloqué, parce que je crois qu'ils avaient des tokens qui étaient bloqués encore, parce qu'ils étaient en vesting ou autre. Ouais, je pense que tout est déjà vendu. Et même pour ce qui est bloqué, ça se trouve qu'ils ont revendu leur accès déjà à d'autres personnes qui auraient été prêts à attendre. Ouais. Bah, dans ce cas, si c'est pas bullish, en tout cas, ce sera pas bearish. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, le seul truc dans le genre qui pourrait être bearish, c'est la fin des fonds de MTGOX. Mais je crois qu'ils sont déjà à 50%, voire même un peu plus, de rembourser. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact. Ouais. Solana, on avait eu beaucoup de force, hein, et on a encore de la force, mais c'est vrai que là, depuis 2-3 semaines, on latéralise un peu. Alors, je sais pas si quand est-ce qu'ils ont fait les unstake, là, on voit qu'il y a quand même 2 grosses bougies négatives. Mais voilà, on est dans cette phase de latéralisation là entre la borne verte là, autour des $120 et celle des $140. Et on est un peu coincé là-dedans depuis quelques temps, notamment depuis le début du mois. Et c'est vrai que là, voilà, il faudrait que le cours il arrive à casser ici pour recommencer à travailler dans cette zone-là. Mais voilà, autour du 14-15 septembre, on a effectivement un petit peu de rouge. Je ne sais pas si c'est une vente de FTX qui a provoqué ça, mais dans tous les cas, pour l'instant, ça reste quand même assez solide. Hein. Solana, tant qu'on ne pète pas ici les $120, enfin cette zone verte en clôture, on reste quand même dans une tendance de fond qui est vachement haussière depuis le mois d'octobre 2023. Là. On voit que les performances ont quand même été assez impressionnantes pour le sol. Ouais, et en plus, c'est vrai, comme dit Jean Volvic, ils sortent un nouveau téléphone, là. Alors moi, je me rappelle qu'il y avait eu la version 1 qui avait été envoyée, qu'il y a eu beaucoup de NFT qui ont été airdroppés aux détenteurs de téléphone au point qu'ils avaient remboursé, je crois, 3 ou 4 fois l'achat du téléphone. Et ça, c'était l'été dernier, il me semble. Hein. Et ils avaient sorti du coup une deuxième version avec plus d'exemplaires. Et après le scan de la version 2, ah d'accord, le scan n'a jamais été livré. Ouais, je crois qu'il a été annulé en production ou quelque chose comme ça. D'accord, donc on serait sur une Là, c'est version. je sais pas, en tout cas, il s'appelle le Seeker. Et là, ils ont ouvert les précommandes. Donc, à voir ce que ça va donner. Tu as quand même une bonne partie de l'écosystème Solana qui est directement accessible dans leur DApp, directement intégré, j'imagine, au téléphone. Alors, je sais pas si les applications sont déjà intégrées ou si tu as comme un Apple Store, un Solana Store, et puis tu peux choisir d'intégrer tes applications. J'imagine que c'est plutôt ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal en vrai. Ouais, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que utiliser le réseau Base, aller faire quelques tests dessus, faire quelques échanges, tout ça. Peut-être que ça pourrait être payant si un jour il y a un token. Fait des mois que je vous le dis. Des mois Ouais. que je vous le dis. Faites ça, et pour les plus, ceux qui en ont vraiment rien à faire de leur vie privée, entre guillemets, en tout cas de la... Ouais, on peut appeler ça comme ça, c'est que vous pouvez même lier une adresse à votre compte Coinbase. Et là, moi, je sens que soit l'airdrop sera accessible qu'à ces gens-là, soit ça promet un beau multiplicateur là-dessus. De manière générale, si vous utilisez Coinbase, vous pouvez mettre l'adresse que vous utilisez d'habitude, parce que quoi qu'il arrive, ils l'ont déjà. Enfin, elle est déjà fichée comme vous appartenant. Donc, quand tu fais des retraits effectivement vers ton adresse, évidemment, ils font le lien. Ils font le lien avec ton identité. Hein. Pas que Coinbase, hein, tous les exchanges, il faut le savoir. En vous souhaitant un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, et une bonne journée, et puis à la semaine prochaine. Ouais, carrément. Même jour, même heure. Merci à tous d'être venus. Bon appétit. Bonne journée. Salut, ciao.